Bonjour à tous. Alors, bienvenue sur ce webinaire Circulareno. On a l'enregistrement qui est lancé. Hop, et on va autoriser tous les participants qui arrivent. On va commencer dans 2 minutes, le temps que tout le monde arrive. Bienvenue en tout cas à tous à ce premier webinaire. Vous nous dites s'il y a des sujets de son, d'image. Normalement, ça a l'air de fonctionner pour tout le monde, mais dans le doute, n'hésitez pas à nous dire. Alors, on n'a pas désactivé les micros. Vous pourrez poser vos questions, mais donc voilà, si vous pouvez penser à les couper en attendant, ce sera parfait. Ah, tu vois rien? Parfait. Il y a des IA qui rejoignent la conférence aussi maintenant. C'est ça. Je sais pas qui c'est. Glisser dans la fenêtre. Alors, on vous entend, je me permets de couper un micro. N'hésitez pas s'il y a besoin de le remettre, mais je me permets de le couper. On attend encore quelques minutes. Allez, on fait jusqu'à 1 ou 2 minutes de plus pour voir si les gens se connectent et puis on attaquera sur la suite. Merci en tout cas à tous d'avoir écourté votre pause déjeuner pour être là avec nous. Ce vendredi ensoleillé. Ah, j'ai l'impression qu'il y a une salle où c'est pas si évident. Écoutez, je vous propose de commencer et puis de toute façon au début c'est moi qui parle, c'est moins intéressant donc les gens nous rejoindront au fur et à mesure. Ce sera parfait comme ça. Alors juste en 2 mots un petit peu le contexte de qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui. Voilà, vous avez reçu des mails Circulareno. Donc en fait on est plusieurs, un collectif là à travailler sur un projet européen qui donc s'appelle Circulareno, qui est un projet Interreg North Europe, donc en gros Pays-Bas, France, Belgique, Allemagne, qui est un projet qui s'inscrit, pour ceux qui connaissent, je ne vais pas développer plus, mais dans le cadre des projets Energy Sprong, donc sur la rénovation des bâtiments collectifs. Et donc là, la question s'est posée de est-ce qu'on peut intégrer le biosourcé dans la rénovation et la massification de la rénovation. Donc c'était vraiment la question initiale posée par Circulareno. Et donc l'objectif du projet, c'est notamment d'avoir des sites pilotes. Donc en France, ce serait Vilogia qui vous en parlera tout à l'heure, d'avoir des sites pilotes d'intégration du biosourcé sur des bâtiments collectifs. Et donc on est à la fin du projet, c'est un projet qui a duré 3 ans et qui se termine là fin juin. Donc si vous voulez des informations en plus, n'hésitez pas à nous mettre dans le chat, on pourra vous partager aussi les événements. Il y a un événement de clôture fin juin à Lille. Donc voilà, s'il y en a qui sont vraiment intéressés par cet aspect-là purement circulaire réno, n'hésitez pas à nous dire et on en reparle ultérieurement, mais c'est pas nécessairement l'objectif aujourd'hui. Autre petit point de contexte, on est sur une série de 3 webinaires. Donc là, vous êtes sur le premier. On va plutôt parler d'un point de vue des acteurs de l'aval et on prendra du recul sur les webinaires 2 et 3 pour remonter vers l'amont avec des questions sur la réussite des projets biosourcés et puis un dernier webinaire plus agronomique sur quel est le lien entre les cultures, les matériaux, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête sur ce point de vue très agro. Et autre point, on est sur un webinaire France-Belgique. Donc vous avez l'idée, c'est aussi de pouvoir un peu discuter des filières dans les 2 pays. Vous avez des représentants des 2 nationalités présents aujourd'hui. Le programme, on va partir là dans 2-3 minutes sur un panorama des filières existantes en France et en Belgique.
donc avec Yves, Pauline et Nicolas qui se représenteront dans 3 minutes au début du tour de table. Et puis après, donc on garde nos 3 intervenants et on partira sur plutôt une table ronde pour bien comprendre les enjeux des filières construction avec Rémi, Daniela alors, je suis désolée, je vais écorcher le nom de la collègue de Daniela. Donc j'ai Aurélie qui nous rejoignent qui nous second temps. Les petites règles du jeu. Donc, on a laissé les caméras et les micros ouverts pour que vous puissiez vous poser vos questions tout du long. Donc, n'hésitez pas à lever la main, voilà, pas à couper comme ça, mais à lever la main si vous avez des questions et on pourra les prendre au fur et à mesure des présentations sur un format un peu plus discussion. Si vous n'avez pas de questions, pensez bien à couper vos micros. Par contre, vous pouvez laisser vos caméras, c'est avec plaisir pour voir vos têtes. Vous avez, je pense que vous commencez à avoir l'habitude, mais vous avez deux onglets de conversation, questions-réponses. Donc, conversation, on vous propose de plutôt le garder pour discuter entre vous si vous avez des éléments de conversation entre participants avec plaisir. Et l'onglet Q&R pour les questions pour les intervenants. Ça nous permet et si vous avez des questions pour les intervenants, les poser directement là. Comme ça, on les garde bien tout en réserve. Et puis, au fur et à mesure de la présentation, vous verrez des petits pop-up qui apparaissent avec des petites questions, des petits quiz, des petits sondages pour essayer un peu de comprendre, enfin, pas qui vous êtes, mais un peu votre lien au biosourcé, des petites questions de compréhension et autres. Donc voilà, vous avez le choix de ne pas y répondre, mais sinon, vous pouvez nous donner aussi votre avis sur ces questions qui apparaîtront au fur et à mesure de la présentation. Voilà, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. Sinon, on va attaquer la première partie. Donc, on va partir sur une demi-heure de présentation avec Yves, Nicolas et Pauline. Je vais vous laisser chacun vous représenter vos différentes structures. L'idée sur cette demi-heure, ça va être de poser un panorama des filières existantes en France et en Belgique, de poser un petit peu l'état des lieux, qu'on part tous avec le même niveau de connaissance. Donc peut-être que je peux vous laisser juste en 2 mots expliquer chacun qui vous êtes et après Yves, je te laisse la parole pour commencer ce panorama. Je ne sais pas si Yves, je te laisse te présenter en 2 secondes, puis après on passe la parole à Nicolas et Pauline et après Ouais. on file dans les présentations. Très bien, merci Camille. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour me présenter, donc moi je suis Yves Eustache, donc le délégué général de l'AICB et cofondateur d'un bureau d'études qui s'appelle Kiribati, expert des matériaux biosourcés et géosourcés. Donc moi aujourd'hui je vais vous présenter les éléments de marché qui ont été présentés hier à la presse, donc qui est le baromètre des matériaux biosourcés qu'on présente au niveau de l'AICB toutes les années. Donc on va être VIP sur cette présentation. Nicolas, je te laisse juste te présenter rapidement. Oui, Nicolas Canzian, je suis chef de projet au réseau français de la construction en paille et je vais vous présenter un petit peu justement les données au niveau de la construction en paille en France. Merci. Et Pauline. Bonjour, donc moi c'est Pauline Villet, je travaille chez Valbium, donc on a le centre de référence en bioéconomie en Wallonie et en Belgique. Et donc moi je travaille plutôt sur l'amont, donc on travaille plutôt du champ à l'usine et l'objectif c'est de maximiser la production de produits et matériaux biosourcés. Super. Et ben merci à tous les trois. Et donc Yves, la parole est à toi. Alors je vais vous partager mon écran. Je Parfait. pense que ça doit fonctionner. C'est bon? OK. Bien. Parfait. Donc moi je vais vous présenter le baromètre des matériaux biosourcés que diffuse l'AICB. Alors peut-être avant vous dire quelques mots de l'AICB. Donc l'AICB est une association donc, qui regroupe les principaux fabricants de produits biosourcés industriels, donc avec une majorité d'acteurs fabricant des isolants, mais depuis peu, on a aussi des acteurs qui fabriquent des bétons biosourcés, béton de chanvre, béton de bois. Donc c'est une association enfin une association professionnelle qui a pour
pour mission, comme toute association professionnelle, de porter des messages, alors là, autour du sujet évidemment du biosourcé, de défendre auprès des pouvoirs publics l'utilisation de ces matériaux, mais aussi de représenter la filière dans différentes instances de normalisation réglementaire, et puis évidemment de travailler sur les sujets techniques et les sujets de développement autour des matériaux biosourcés. Donc aujourd'hui, les membres de l'AICB, c'est une vingtaine d'unités de production, majoritairement en France, mais il y en a deux aussi, deux en Belgique avec un fabricant de blocs de chanvre Isohemp et un fabricant d'isolants à base d'herbe Greentech qui est en Belgique. Et puis on a un autre acteur qui est à la frontière allemande qui fabrique des isolants fibres de bois. Et après, sinon, donc, sur l'ensemble du territoire, des acteurs fabriquant des isolants à base de ouate de cellulose, des isolants en fibres de bois, des isolants en fibres de chanvre, des isolants à partir de coton recyclé, de bambou. Enfin voilà, on a globalement toutes les fibres aujourd'hui que vous trouvez sur le marché, on les retrouve au sein de l'AICB représentée. Donc 20 unités de production, 4000 emplois directs et indirects. Et aujourd'hui, la ressource utilisée par les adhérents de l'AICB représente à peu près 2% du gisement biosourcé disponible alors sur le territoire français. Alors, si on regarde juste pour rappeler un peu plus précisément qu'est-ce que recouvrent ces produits et ces matériaux et les utilisations de ces produits et de ces matériaux. Donc, on retrouve des isolants en panneaux rigides ou semi-rigides, donc à base de différentes fibres. Les isolants en vrac, ouate de cellulose, coton recyclé, fibres de bois, fibres de chanvre, paille hachée, donc ou éventuellement des mixtes de produits. Donc, comme je vous disais, des bétons biosourcés. Alors, béton biosourcé, principalement béton de bois ou béton de chanvre. Et la construction paille avec un acteur de la botte de paille présent au sein de l'AICB. La filière paille étant, Nicolas la présentera par ailleurs, représentée plutôt au sein du RFCP. Alors les produits en question, quels sont leurs domaines d'emploi, leurs domaines d'application? C'est l'isolation des murs par l'extérieur, par l'intérieur, l'isolation des cloisons, des toitures, des combles, des planchers et la réalisation de murs à isolation répartie avec notamment les bétons biosourcés, béton de chanvre ou béton de bois. Alors aujourd'hui, ces différents matériaux, en tout cas les différents produits représentés au sein de l'AICB relèvent d'un cadre normatif. Donc certains sont sous normes européennes, d'autres relèvent d'avis techniques. Certains sont considérés aujourd'hui comme techniques dites traditionnelles et donc rentrent dans les DTU. C'est le cas de la ouate de cellulose. C'est prochainement le cas de la fibre de bois et évidemment des produits sous règles professionnelles. Les bétons de chanvre notamment, mais la filière, la construction en botte de paille aussi rentre dans ce cadre-là. Donc c'est des produits qui, pour ce qui est des isolants, sont généralement aussi certifiés, donc dans le cadre de la certification ACERMI. Et c'est des produits qui affichent leur contenu en biosourcé dans le cadre d'un label qui est le label produit biosourcé, qui est présent en France et en Belgique. Alors, on va regarder un petit peu plus précisément les chiffres du baromètre et donc les chiffres du marché. Donc 2025, le marché des biosourcés, hein, donc c'est 97,7 millions d'euros de chiffre d'affaires et ça représente 32,7 millions de mètres carrés mis en œuvre. Alors millions de mètres carrés en équivalent 100 mm, on rapporte tout à 100 mm. Donc ça, c'est les chiffres de 2025. Alors, on suit ces chiffres depuis 2016. Donc, je vais vous présenter aussi l'évolution.
Alors, en 2016, on était à 14,4 millions de mètres carrés et on arrive donc aujourd'hui, 2025, à 32,7 millions. Donc, ça représente une progression alors, entre 2016 et 2025, 126%. Si on regarde entre 2023 et 2025, on est à plus 16%. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que donc le marché de l'isolation en France est plutôt entre 2023 et 2025 était à moins 9%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les matériaux biosourcés gagnent des parts de marché sur les matériaux et les isolants conventionnels. Alors, si on regarde un petit peu comment c'est réparti au sein des différents produits, donc vous avez majoritairement, alors ça c'est pour 2025, on va voir aussi les évolutions. Donc, une grosse part qui est représentée par les isolants semi-rigides, 54%, les isolants vrac, 33%, les isolants rigides, 11%, et les bétons biosourcés, 3%. Donc ça, évidemment, ce mix entre les différentes familles de produits a beaucoup évolué. Initialement, enfin en 2021, on avait une part importante des isolants vrac, donc par rapport plus importante en tout cas que les isolants semi-rigides, et progressivement les isolants semi-rigides se sont développés parce que un certain nombre d'acteurs sont arrivés sur le marché avec une diversité de solutions et de produits donc liés à différentes fibres, hein. Et donc ça contribue évidemment, plus on a d'acteurs, plus on a de commerciaux sur la route, et donc plus les produits potentiellement se développent. Donc on a aussi un développement des produits rigides, des isolants rigides, et puis un développement des bétons biosourcés. Alors, si on regarde un petit peu en volume ce que ça représente, entre 2016 et 2025, pour les isolants semi-rigides, on est passé de 3,4 à 17,6 millions de mètres carrés. Les rigides, 0,5 à 3,5 millions. Et le vrac, lui, est resté stable. Bon, il a perdu des parts par rapport aux autres produits, mais en volume, on est resté stable. Et évidemment, les bétons biosourcés, 2016, alors il n'y avait pas de statistiques, mais donc on l'a mis à zéro, c'était très très faible dans tous les cas. Et donc aujourd'hui, on est à 0,9 millions de mètres carrés. Donc voilà un petit peu l'évolution pour montrer que ce qui a évolué, c'est le mix produit, mais globalement, tous les produits progressent, à l'exception du vrac qui reste stable. Alors, si on regarde en chiffre d'affaires, donc là on était en volume, on regarde en chiffre d'affaires, donc en chiffre d'affaires, on est passé de 15,4 à 97,7 millions d'euros. Donc, alors l'évolution est moins importante en chiffre d'affaires. Donc, il y a sans doute une diminution des prix des produits parce que la filière s'est industrialisée. Donc, il y a une optimisation à ce niveau-là. Donc, c'est ce qui explique qu'il y a une augmentation qui est moindre par rapport au volume. Alors, si on regarde un petit peu ce qu'on a voulu faire, parce que bon, on l'a pas évoqué encore, mais un des intérêts majeurs des produits biosourcés, c'est qu'ils permettent et lorsqu'on les met dans le bâtiment notamment, ils permettent de stocker sur une période longue du carbone, puisque par définition, un biosourcé, c'est une plante qui va capter du CO2, la transformer en matière, cellulose, hémicellulose, lignine, et donc on stocke ainsi du carbone. Donc si on regarde un petit peu en 10 ans, on a stocké 2,3 millions de CO2. Ça correspond aux émissions carbone pour construire 3,5 millions de mètres carrés de logements avec une performance niveau RE 2020, donc de 650 kg de CO2 par mètre carré de surface de plancher. Donc voilà, donc c'est pour donner un peu une ordre de grandeur de ces 2,3 millions de tonnes de CO2 stockées. À quoi ça correspond? Ben, ça correspond voilà, aux émissions carbone pour construire 3,5 millions de mètres carrés de logements.
Alors, si on regarde maintenant ce que représente tout ça par rapport au marché de l'isolation, hein, aux autres produits isolants, donc en volume, alors là, on s'est appuyé pour avoir les chiffres des autres filières sur une étude qui est une étude MSI de 2025 qui évalue les volumes des différents isolants. Donc, on était à 5,5% du marché de l'isolation en 2019. En 2025, donc, on est à 8,2% du marché. Alors oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé au départ, j'aurais peut-être dû. En fait, comment les chiffres pour les biosourcés, comment on les recueille, hein, c'est les ventes des membres de l'AICB et le recueil des données se fait via voie d'huissier hein, pour avoir une confidentialité de la donnée. Et donc, nous, on a des données qui sont consolidées. Donc, les données biosourcées, ce n'est pas des données issues d'une étude, c'est vraiment les chiffres de vente des différents fabricants membres de l'AICB. Alors, donc là, on était en pourcentage en volume. Si on regarde pourcentage en valeur, en chiffre d'affaires, donc là, on est un peu plus haut, évidemment. Alors pourquoi? C'est lié au fait qu'on est sur des produits qui sont effectivement un petit peu plus chers que les produits conventionnels, même si ça varie hein, entre de la ouate de cellulose et un béton de bois, on n'est pas sur les mêmes tout à fait types de produits. Donc, on a des prix au mètre carré qui sont bien différents, mais globalement, voilà, on est un peu plus en valeur, on représente une plus grosse part de marché. Alors, pour conclure un petit peu cette première présentation, donc ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, depuis 10 ans, depuis qu'on suit un petit peu ces chiffres du marché, c'est qu'on a une évolution constante dans un marché qui, lui, n'est pas en croissance, hein, dans un marché qui est plutôt en décroissance. Euh, 32 millions de mètres carrés, donc ça représente quand même aujourd'hui une part de marché qui est pas négligeable. Alors, on a vu soit 8 hein, si on est en volume ou 11 en valeur. Donc, on n'est plus sur un marché de niche. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on a un mix produit, un mix famille de produits qui va évoluer avec une progression des bétons végétaux, des panneaux semi-rigides et du rigide, et donc plutôt une stabilité pour ce qui est des produits vrac. Alors oui, je ne l'ai pas dit, pour ce qui est des produits vrac, le plus grosse majeure partie du marché, c'est la ouate de cellulose, hein, historiquement, qui représente le plus gros du marché. Les autres produits, que ce soit la fibre de bois ou le coton recyclé, c'est une part moins importante. Alors aujourd'hui, donc on a ce qu'on peut dire, c'est que cette filière, la filière biosourcée, donc s'appuie sur un cadre normatif existant, et donc c'est ça aussi qui explique une évolution du marché. Et c'est pour ça que les produits sont de plus en plus utilisés parce que rentrent dans le cadre des techniques courantes et des techniques traditionnelles. On a aujourd'hui une capacité de développement encore importante puisque on a eu, en tout cas les industriels de l'AICB ont investi plus de 150 millions d'euros pour augmenter leur capacité de production, pour répondre à une demande potentiellement croissante avec la RE 2020 et autres incitatifs qui pourraient être mis en place. Donc aujourd'hui, 32 millions de mètres carrés produits par an, entre une trentaine de millions de mètres carrés produits par an, la capacité de la filière est à peu près au double. Donc on pourrait aller facilement à 60 millions de mètres carrés avec les outils industriels tels qu'ils sont aujourd'hui. Donc on est en mesure de répondre à une demande qui doublerait. Bon, c'est une filière qui, dans ses process de fabrication, consomme peu d'énergie. On n'a pas de cuisson à très haute température. Évidemment, l'intérêt, c'est l'utilisation d'une ressource renouvelable et ou recyclée. Donc, et avec ce qu'il y a derrière, c'est une diminution de l'épuisement de la ressource et
un potentiel stockage carbone. Et puis, ce sont des filières qui sont ancrées sur les territoires. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les unités de production que je vous ai montrées là, la ressource qui est utilisée est une ressource qui est locale. C'est-à-dire qu'en gros, la matière première qui est utilisée, c'est une matière première qui est récoltée, voilà, on va dire dans un périmètre d'une centaine de kilomètres autour de l'unité de production. Bon, à l'exception peut-être des produits issus du recyclage, où là, on est sur des produits qui sont issus de toute la logistique du traitement des déchets, donc c'est différent. Mais globalement, lorsqu'on est sur une ressource, on va dire, neuve, la ressource, la matière première est à proximité de l'unité de production, parce que ce sont des matières premières qui se transportent pas très bien. Enfin, en tout cas, c'est volumineux, et donc ça augmenterait le coût. D'où la nécessité d'avoir les unités de production à proximité de la matière première. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Donc je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup Yves pour ce schéma général et très intéressant d'avoir l'évolution dans le temps et donc d'avoir les chiffres un peu en VIP. Il n'y a pas de questions dans le chat. Est-ce que quelqu'un veut en poser avant qu'on ait Nicolas qui vienne compléter ce qui vient d'être dit? Ça a l'air OK. Mais donc, n'hésitez pas à les rajouter, on les prendra dans le Q&R. Et Nicolas, du coup, je te laisse la parole pour prendre la suite et venir compléter sur ce focus un peu plus paille. Parfait, on voit tes slides, donc c'est parfait. Vous le voyez? Moi, je ne vois pas que vous voyez. Donc, ça Nous, va. on voit, donc c'est tout bon. On te dira si ça Bon, passe pas, mais en tout cas, on a ouais, bien taillé en ouais, bâtiment. ça rame un peu chez moi, je suis désolé. Bonjour à tous. Donc, Nicolas Quinzan, chef de projet RFCP. Le RFCP, c'est un réseau donc, où il y a plus de 1100 adhérents, qui est national, qui est représenté aussi en région par des associations régionales. On a 57 formateurs agréés, 8 experts, ça va progresser, et puis il y a 7 salariés aujourd'hui au RFCP. C'est une association qui a été créée en 2006, regroupant plusieurs associations et dont les missions sont de la promotion de la construction en paille, la normalisation aussi avec l'édition de règles professionnelles, la mise en place de formations. Il y a des formations générales et puis des formations spécifiques par métier aussi. Et tout ce qui est plaidoyer, évidemment, tout ce qui est prescription, donc notamment en région, on essaie de faire en sorte que les acteurs de la construction, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, soient informés des possibilités de la construction en paille. Donc sur la formation que nous, on estime très importante, hein, c'est bien d'avoir un cadre normatif, c'est intéressant, mais c'est aussi important que les gens soient bien formés sur les spécificités de mise en œuvre de ces produits, parce qu'en plus, à paille, il y a vraiment des spécificités. Donc, pour information, il y a 32 écoles et centres de formation. Quand je dis école, ça peut être des écoles d'architecture, des écoles du bois et des centres de formation qui ont formé jusqu'à présent environ 7000 professionnels. Et vous voyez qu'il y a différentes formations qui existent. Des formations génériques, comme je disais, après des formations par métier. C'est donc en France, en tout cas, la paille est une technique courante du bâtiment en termes de remplissage isolant et support d'enduit. Donc on remplit une ossature bois et après on peut ou pas mettre des enduits intérieurs ou extérieurs, enduit intérieur en terre, ou terre plâtre ou chaud et enduit extérieur en plâtre ou chaud. Quand on dit technique courante, ça veut dire que c'est tout à fait assurable. Il y a des limites puisque c'est dernier plancher à 8 mètres. Mais sinon, dans ce cadre-là, on peut tout à fait construire sans problème avec de la paille aujourd'hui. Il n'y a pas de limite normative dans le cadre qui est fixé par ces règles professionnelles. On travaille aussi en ce moment sur des règles professionnelles de la rénovation, de l'ITE, et une association partenaire qui travaille sur les règles professionnelles de la paille porteuse. Alors aujourd'hui, donc c'est à peu près la consommation de paille, pour ramener aux chiffres de tout à l'heure. Ça représentait, Yves,
combien tu avais calculé, combien ça représentait par rapport au biosourcé, je crois 2%, c'est ça que tu m'avais dit, quelque chose comme ça. Oui, c'est Euh, ça. voilà, donc 6000 tonnes de paille, soit environ 60 mètres cubes, 60 000 mètres cubes d'isolant en 2024. Plus de 10 000 bâtiments neufs réalisés, environ 150 rénovations. Ici, quelques exemples de bâtiments. Bon, voilà, c'est ça ici, c'est un SDIS, donc les pompiers font confiance à la paille pour construire. Là, c'est du logement, un bailleur qui avait construit des logements comme ça. Là, c'est plutôt une salle de spectacle. Là, c'est un bâtiment qui accueille plutôt des activités, c'est à Rosny-sous-Bois. Donc, il y a vraiment une grande diversité de bâtiments qui ont été construits, de toute taille, de toute forme. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire principalement parce que déjà Yves avait dit beaucoup de choses. S'il y a des questions, je, je veux bien les prendre. Et on pourra aussi approfondir pendant la table ronde. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un veut poser des questions? Je laisse 2 secondes au cas où. Vous pouvez lever la main, ouvrir vos micros, laisser que ce soit une discussion, donc n'hésitez pas. Bon. Donc, je pense qu'on continuera de toute façon. Moi, j'aurai des questions pendant la table ronde, donc on pourra continuer à ce moment-là. Mais c'est intéressant de voir aussi le pendant sur la paille, où alors nous, on est peut-être un peu biaisés avec le projet aussi. On a l'impression que la paille prend toute la place dans le biosourcé. Donc, c'est intéressant d'avoir la vision des deux. Parfait. Pauline, tu es prête, donc je te laisse la parole. Ben voilà, du coup, on va regarder plutôt du côté belge. Bon, alors on n'a pas exactement les mêmes données d'entrée, mais bon, l'intérêt, c'est quand même de comparer. Donc, à Valbium, on a un centre de référence en bioéconomie. Hein. Notre objectif, c'est d'augmenter la part de la bioéconomie dans l'économie wallonne. Donc, on accompagne des porteurs de projets à tout niveau, à la fois pour de la production de biomasse, de la transformation en bioénergie, donc essentiellement biométhanisation et bois-énergie, et alors toute la partie produits biosourcés. Et là-dedans, il y a le textile, la construction évidemment, et puis tout ce qui est chimie, par exemple. Donc, pour revenir à ce qui était jusque maintenant, parce que c'est un peu ça en général, c'est que pour nous, l'économie biosourcée, mais ça paraît assez logique, elle est effectivement bas carbone, elle est basée sur des ressources qui sont renouvelables, respectueuses donc de l'environnement, circulaire, innovante, au moins dans sa façon d'être mise en œuvre. Elle est locale et elle crée des emplois. Donc, la biomasse en construction, on peut l'utiliser évidemment à plein d'endroits. Nous, on travaille essentiellement sur la part isolant. On nous a demandé il y a 2 ans, je pense, de participer à un grand salon de la construction. Et notre objectif, enfin, la part qu'on nous donnait, c'était d'essayer de quantifier la part de l'isolation biosourcée dans les besoins en rénovation. Donc, notre objectif, c'est d'atteindre une réfection du bâti pour 2050. On partait pas du tout de. Donc, l'objectif était essentiellement théorique. Hein, c'était de voir quelle pouvait être la part du biosourcé. Et donc, pour ça, on a travaillé avec le cluster éco-construction et aussi avec Filière Bois Wallonie pour essayer d'arriver à ça. Donc, on a émis énormément d'hypothèses. Dans ces hypothèses, je ne sais pas si ça tourne. Voilà. Dans ces hypothèses, on a parti sur le type d'habitat, donc 4 façades, 3 façades, 2 façades, évidemment. Les petites maisons et puis les grands logements, les choses qui étaient impossibles d'isoler de l'extérieur, et puis il y a aussi celles qui seront impossibles d'isoler de l'intérieur. Donc, on a posé énormément d'hypothèses. Notre but, c'était de voir, bon, avec ce qu'on sait maintenant, et quelle est déjà la surface de logement à... Celle-là, elle est mal mise, mais c'est pas grave. Quel est le volume nécessaire d'isolant pour atteindre la réfection du bâti? Donc, il nous faut environ 1 500 000 mètres cubes par an. Donc, on n'a pas travaillé en mètres carrés, mais on a travaillé en mètres cubes. Ça, c'était le besoin en isolant. Et puis, si on parle uniquement des bâtiments qui ont été érigés avant 1946, et donc avant l'arrivée massive du béton, et donc pour lesquels l'intérêt d'isoler en biosourcé se fait sentir, on est à environ 1 100 000 mètres cubes par an. Donc de là, elle s'est posé la question, ok, mais qu'est-ce que le biosourcé wallon est capable de produire? Enfin, le biosourcé en général, mais surtout en Wallonie. En 2023, donc, on a aussi quantifié ça en appelant en fait tous les différents producteurs d'isolants. On produisait 615 000 mètres cubes. La grande différence entre la France et la Belgique, bon, il y en a énormément, mais une des grandes différences, c'est qu'on a un tout petit territoire, donc c'est extrêmement compliqué de savoir pour nous si 615 000 mètres cubes, quelle est la part qui est utilisée en réfection du bâti belge.
parce que c'est facilement exporté. Donc ça, c'est des informations qu'on n'a pas, mais tout ça reste purement théorique. Et toutes ces entreprises ne sont pas du tout à leur optimum de production. Et donc, elles sont capables de produire jusqu'à 1 250 000 m3 par an, ce qui représente plus de 100% en fait, des besoins en rénovation du bâti ancien. Toutes ces entreprises-là, et c'est là que Madi m'a mise, se trouvent sur le site du cluster éco-construction, donc n'hésitez pas à y faire part. Vous aurez là surtout tous les producteurs en vert et puis tous les distributeurs. Mais donc, en fait, il y en a beaucoup plus que ce qu'on imagine en règle générale. Et alors, il y a aussi des gros types d'isolants qui sont massivement utilisés, qu'on ne produit pas en Belgique, type la fibre de bois. Et puis, la question qu'on s'est posée après, et là, c'est plutôt là que Valbium est aussi intervenu, c'est est-ce qu'on avait le potentiel agricole? Donc, comme tous ces isolants biosourcés, même agrosourcés, en fait, nécessitent en fait une part de l'utilisation de la surface agricole pour être produit, et qu'on ne veut pas qu'on nous oppose la production alimentaire, c'est toujours le souci. Nous, on travaille en économie biosourcée, on a l'habitude, mais c'est toujours, si on prend de la ressource agricole, enfin en tout cas de la terre agricole, pour produire autre chose que l'alimentaire, qu'est-ce qui va rester pour l'alimentaire? Et c'est pas complètement faux, mais encore une fois, c'est des choses qu'il faut objectiver. Donc, on est reparti de tout ce qui était produit aujourd'hui. Donc ici, vous avez, bon, c'est un peu, je vous enverrai pour voir les informations, il n'y a pas de souci, mais c'est un peu général. Mais donc, tout ce qui était en fait les types de récoltes qu'on utilisait aujourd'hui en production d'isolants. Et donc, on a la paille, le lin, le chanvre, l'herbe hors agriculture. Donc, c'est l'herbe de bord de route, des herbes d'alignement, le miscanthus et le colza, qui sont des produits pour lesquels il y a pour l'instant soit des productions, soit des projets de recherche. Et donc, on a imaginé une surface qu'on pourrait dédier à la construction. Là, vous voyez qu'il y a 1% pour la paille, 1% pour le lin, parce que c'est des cultures sur lesquelles il y a déjà énormément d'usages. Pour le chanvre, la tige, on mettait tout en construction. Voilà, donc c'était un peu les postulats aussi qu'on a mis. Et en fait, ça nous permet d'arriver, ça fait un peu agronomique, mais ça nous permet d'arriver à des volumes globaux qui sont super importants et qui nous permettent d'atteindre en fait 140% des besoins pour l'isolant. Donc, juste en dédiant cette toute petite part de l'agriculture, en tout cas la surface agricole, uniquement à la production de matériaux de construction, ça nous permet d'atteindre en fait des besoins en isolant. Donc, ça veut dire que si le frein n'est pas technique en termes de production, c'est-à-dire que les entreprises sont présentes et en plus elles ne sont pas au maximum de production, et qui n'est même pas agronomique parce qu'en fait on a la capacité de production, c'est que les freins sont ailleurs. Et donc on a représenté ça sur un graphique que l'agriculture n'aime pas trop. Donc ça, c'est la surface agricole wallonne. Au total, on a 734 000 hectares voilà, en production agricole. On travaille sur 734 000 hectares, ceux qui sont déclarés à la PAC. Dedans, vous avez une grande partie qui est utilisée pour le feed. Donc le feed, c'est l'alimentation des animaux d'élevage. Hein. Tout ce qui est prairie et culture. Je ne connais pas les chiffres pour la France, mais ça m'étonnerait que la part soit très éloignée de ça. Donc, on a 68% qui vont en feed, on a 15% qui vont en food, donc c'est de l'alimentation directement pour les humains. Donc, c'est tout ce qui est pommes de terre, betteraves, horticulture, maraîchage et du colza. Et puis alors, on a 12,5% de la surface qui part pour le secteur équin. Donc là, on a en pâture et du feed uniquement pour les chevaux. Et puis alors, on a deux petits sujets qui nous touchent, nous, en Belgique, c'est la production d'éthanol et la biométhanisation. Et donc, si on ajoute à ça, en fait, la part de l'agriculture, ah ben, ça s'affiche pas, c'est pas grave. C'est dommage, c'est mignon, c'est bon, bref. Si on ajoute à ça la part voilà, des besoins en construction, en fait, on est seulement à 1,8% de la surface agricole, donc c'est pas gigantesque. Alors, je l'ai mis à cheval sur les chevaux et sur le feed parce qu'il faut bien le mettre quelque part, mais donc ça veut dire que produire pour autre chose, donc en termes agricoles, produire pour autre chose que l'alimentaire, c'est possible et ça peut se faire sans avoir un impact trop gourmand sur des productions actuelles. Voilà, c'était la part qu'on avait étudiée. Voilà. Super. Merci beaucoup. Hyper intéressant ce graphique final. On a fait un petit peu l'exercice en France Oui, ouais. oui, on a sur le site du Réseau français de la construction en paille, vous avez des fiches, je vais en télécharger une peut-être. Vous avez des fiches ressources qu'on appelle. On a fait une fiche ressources nationale et on a des fiches ressources régionales, donc les régions administratives de la France. Si je prends la ressource nationale, euh, en fait, on arrive au... Alors, on n'est pas allé aussi finement dans l'étude
de quel usage. Nous, globalement, sur la moyenne sur 3 ans, 2018-2021, de production de paille, il y en a pour nous 50. Alors, on ne parle pas des ressources, donc nous, on parle vraiment des ressources paille, on ne parle pas des, des champs, enfin, voilà, on ne parle pas de l'usage des surfaces, mais la ressource paille est disponible en France. Il y en a 51% qui part en litière, 41% qui est laissé dans les champs, et il y a 8% d'excédentaires en France, en moyenne, hein. Donc, il peut y avoir des années mauvaises où il y a très peu d'excédents et d'autres où il y en a plus. Et on a calculé qu'avec 1%, donc c'est un huitième de ces 8%-là, hein, avec 1%, on pourrait isoler 10% des constructions neuves. Voilà, c'est une autre manière de chiffrer des choses. Tout ça pour dire quoi? Pour dire simplement que la ressource en elle-même n'est pas le vrai sujet. C'est-à-dire que on va pas, on est déjà aujourd'hui, on est loin de faire 10% des constructions neuves, hein, on doit en faire 0, quelque chose de pourcent à peine. Donc la marge, avant d'arriver au 1% de consommation de la paille disponible, on a encore du temps, et quand on sera à 1%, ben, encore là, on ne sera pas. Voilà, on n'aura pas de problème de ressources, quoi. Donc voilà ce qu'on a pu faire comme étude en France. Super, bah, merci beaucoup. Ça fait une bonne transition justement pour se dire si le frein n'est pas là, où est-ce qu'il est? Donc on va pouvoir en discuter sur la table ronde maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? Je repose la question à chaque fois, on ne sait jamais si vous voulez lever la main. Alors, on va attaquer la table ronde avec deux nouveaux acteurs qui nous rejoignent. Donc, Rémi d'Otéis et puis Daniela et Aurélie côté Vilogia. Donc, je vais vous laisser vous présenter dans 2 minutes avant qu'on attaque. Vous voyez à l'écran des petites questions si vous voulez répondre. Voilà, c'est plus pour avoir un petit peu votre avis sur la filière. Pendant la table ronde, n'hésitez vraiment pas à poser des questions, à lever la main, à ouvrir vos micros. L'idée, c'est que ça puisse être une discussion. Voilà, on a des super intervenants qui connaissent très bien leur sujet, qui sont là. Donc, n'hésitez vraiment pas à venir compléter et à venir poser vos questions tout du long. C'est pas nécessaire, c'est moi qui les pose toutes, donc avec grand plaisir. Rémi, je te laisse te présenter, puis après on passera. Daniela, je suis désolée, il y a le A qui a sauté à chaque fois dans les slides. Je suis vraiment désolée. Donc Daniela et Aurélie, je vous laisse la parole juste après. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Rémi Trivellato. Je travaille en bureau d'études thermique et environnement. Et plus précisément chez Otéis. Otéis, on est une société de conseil et d'ingénierie dans 4 domaines d'activité: le bâtiment, l'aménagement et l'eau, l'industrie et puis les ouvrages d'art. Merci Rémi. Et donc Daniela et Aurélie. Oui, Oui. bonjour à tous. Daniela Galarza-Rios, chef de projet européen. Je pense qu'il y a un petit souci sur le slide. Donc voilà. Oh. Euh, je m'occupe principalement de la gestion du projet Circular Reno. Et nous participons aujourd'hui également avec Aurélie. Donc Aurélie Mailleux, moi, je suis chef de projet innovation et transition à la direction patrimoniale de Vilogia. Et donc, je suis chef de projet plutôt économie circulaire, adaptation au changement climatique. Et j'accompagne Daniela sur les projets européens et sur la partie technique des projets européens avec Pascal, du coup, qui est aussi avec nous aujourd'hui à la visio. Super. Ben, merci beaucoup Pascal. Je ne sais pas si vous voulez vous présenter aussi. Oui, je peux brièvement. Donc, Pascal Renbu, je suis également chef de projet innovation technique chez Vilogia. Mon rôle principal est d'accompagner les monteurs d'opération sur des projets un peu spécifiques, qu'on soit en rénovation ou en construction, sur les caractères performantiels, on va dire, l'atteinte des performances. Typiquement, les bâtiments passifs, les bâtiments biosourcés, le concept Energy Sprong qu'on a développé en interne il y a quelques temps. Donc voilà, l'approche hors site, etc.
Donc voilà, je suis là pour accompagner les monteurs d'opérations sur tous ces sujets. Super. Et ben, merci beaucoup pour les présentations. Et donc, on va commencer avec vous parce que donc, Videogia, vous êtes partenaire du projet Circular Réno. Donc, ça veut dire qu'il y a 3-4 ans, vous avez fait le choix de vous dire, bah, on va aller sur un projet un petit peu de R&D pour lancer un premier prototype sur le développement du biosourcé sur un projet collectif, de bâtiments collectifs. Et donc, bah, la première question, c'est naturellement de se demander pourquoi est-ce que vous vous êtes dit, allez, on va tester le biosourcé qui n'est peut-être pas votre cœur de métier à la base. Oui, alors donc, comme on l'a déjà vu, effectivement, le choix du biosourcé, c'est un choix écologiquement vertueux. Mais donc pour nous, en tant que bailleur social et qui sommes en plus présents sur l'ensemble du territoire national, le choix d'une rénovation en biosourcé, ça relève aussi d'un choix pour faire face aux enjeux stratégiques structurants, qui sont à la fois des enjeux en termes de changements économiques, sociaux et climatiques. Et donc, concrètement, pour nous, faire le choix de travailler sur une rénovation avec du bois et de la paille relève d'une démarche triple. D'un côté, en réduction de l'impact carbone de nos opérations, donc que ce soit de rénovation, peut-être après de la construction ou voire des aménagements également. D'autant plus que cette ambition écologique, elle est également encadrée par la réglementation française RE 2020 et donc qui demande aussi de réduire notre empreinte carbone. Donc ça, c'est notre première motivation. Ensuite, le choix de travailler avec un isolant paille relève aussi d'une favorisation d'approvisionnement local en matériaux biosourcés. Comme on l'a vu ici dans la région, on a de la matière, il y a du volume, donc ça relève d'une option tout à fait faisable. Et cela nous permet aussi de renforcer notre souveraineté finalement, d'autant on est moins dépendant de la volatilité aussi de la chaîne de valeur des produits d'origine fossile fabriqués à l'étranger. Et puis finalement, ça relève aussi d'un choix d'efficacité dans nos interventions, parce que du coup, on peut rénover aussi dans des temps beaucoup moins importants. Bah, merci beaucoup. Effectivement, c'est intéressant de se dire que ce n'est pas que pour l'empreinte carbone et il y a un vrai choix stratégique aussi qui est fait derrière, même en termes d'économie, de gouvernance, de stratégie d'adaptation. Quand on voit les enjeux géopolitiques, c'est toujours ça de prix. Est-ce que vous avez déjà des retours d'expérience au niveau de certaines habitations ou c'est un petit peu tôt? Au niveau de, pardon? Au niveau de certains logements, est-ce que vous avez déjà des retours d'expérience ou est-ce que là, on est sur les premiers prototypes et c'est un petit peu tôt? Pour l'instant, Circular Réno, c'est un petit peu tôt. On n'a pas encore. Les premiers modules doivent être lancés au courant du mois en fabrication. Donc, un tout petit peu trop tôt. Ok, non mais c'était savoir s'il y avait d'autres bâtiments, mais du coup on va pouvoir voir aussi avec Nicolas et Pauline qui ont une vision du coup globale filière. Qu'est-ce que vous observez concrètement en termes de qualité de vie, facture énergétique sur les bâtiments biosourcés? Est-ce qu'on peut tirer des généralités? Est-ce que ça dépend et si oui, de quoi? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour sur ces éléments-là? Lequel de vous deux veut prendre la parole? Vas-y, Pauline, si tu veux. Non, non, je te laissais la parole. Ah bon, ok. On se voit pas. Nous, en termes d'efficacité, bon, il se trouve que historiquement, la paille, c'est surtout la botte de paille qui a une épaisseur assez importante. Et donc, on fait des murs très performants énergétiquement, hein. C'est-à-dire que ce soit en isolation d'hiver ou d'été, vu l'épaisseur des murs et les enduits souvent que l'on met par-dessus, on a des performances très, très élevées, jusqu'à même certains bailleurs sociaux qui ne vont pas récupérer les charges parce que ça leur coûte plus cher de récupérer les charges que de payer les charges eux-mêmes, quoi. Donc voilà, on peut faire des bâtiments très performants avec ces matériaux, bien sûr.
Si tu as des choses à rajouter, Pauline, sur l'énergie ou... Non, je pense qu'effectivement, le confort thermique, c'est une chose. La gros avantage aussi, c'est le déphasage, hein. Donc, c'est quelque chose chez nous est très peu mis en œuvre dans les normes, donc on n'a pas le même système normatif. Donc, on en parle assez peu dans les normes, malheureusement, et donc on peut malheureusement trop peu mettre ça en avant, mais le déphasage thermique, donc la possibilité de confort d'été est quand même quelque chose de super important. On n'a pas encore eu ce problème cette année-ci, mais ça va arriver. Eh ben, Et sur ce donc, point-là, pardon. pardon, vas-y. Sur ce point-là, justement, on a des retours d'expérience. Des villes comme Rosny-sous-Bois qui ont construit pas mal, bon, ils ont la maîtrise d'œuvre intégrée, ils ont construit plusieurs écoles et collèges, et les derniers étés qui étaient très chauds, ben, ils ont fait la différence entre les écoles qui étaient construites en paille et celles qui ne l'étaient pas. C'était très net. C'est-à-dire que le confort d'été dans les écoles, dernières écoles qu'ils avaient construites en paille, était bien plus, enfin, c'était bien plus performant que les autres écoles, quoi. Il y avait pas de, la surchauffe était bien moindre, quoi. Donc, on a des retours d'expérience aussi, parce que la suite, c'est de se dire comment tout ça est validé. Je ne sais pas si en Belgique, il y a des essais de laboratoire qui sont menés sur ces sujets-là ou pas. Nous, effectivement, on mène des essais hein, acoustiques, etc., enfin, pour le confort, mais il y a quelque chose que je tiens à dire aussi, c'est de pas. Il serait bon, il serait bon de ne pas s'arrêter à tout ce qui est simulé ou validé par des essais de laboratoire, parce que le laboratoire, c'est jamais la réalité. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que ben, quand on a des retours d'expérience, ça serait bon de les valider aussi bien que des essais faits en laboratoire. Ça n'empêche qu'on fait quand même des essais pour valider certaines valeurs, pour comparer à d'autres. Mais on estime qu'il serait aussi pertinent de valoriser les retours d'expérience. Ça, c'est un point difficile parce qu'aujourd'hui, on est tous branchés sur les labos, les simulations. Voilà, c'est parfait, ça nous donne des valeurs. Mais en fait, quand on parle de confort, aujourd'hui, on ne sait pas simuler, hein. Donc, comment avoir des retours si ce n'est des retours d'expérience? Et donc, nous, on en a plutôt favorables dans ce sens. Juste, je ne sais pas si c'était clair pour tout le monde, donc déphasage, vous me corrigez dans la définition si c'est pas exactement ça, mais le fait qu'on ait un décalage entre la période de chaud et ce qui diffuse dans le mur pour arriver et que en fait on soit pas en train de bouillir parce qu'il est 14 heures et que c'est à ce moment-là que la vitre renvoie tout, par exemple, donc le mur renvoie tout. Voilà, Pauline et Nicolas, pareil, si vous voulez refaire une meilleure définition, mais je ne sais pas si c'était enfin, un terme connu de tout le monde, donc je reprends. Moi, je veux bien. Alors, j'ai pas. Donc, le déphasage thermique, c'est le temps qu'il faut pour pour que le soleil qui est à l'extérieur, donc pour la chaleur extérieure, arrive à l'intérieur du bâtiment. Et ce déphasage, il est lié à plein de choses, à la structure des fibres, il est lié à l'épaisseur, à la densité, il est lié à plein de choses. En plus du déphasage, ce qui est important, c'est de caractériser l'écrasement thermique. L'écrasement thermique, c'est le fait que la paroi est enfin, il y a tellement de choses différentes dedans qu'en fait, 100% de la chaleur ne va pas rentrer. Donc, le déphasage, c'est quand la chaleur est rentrée, donc quel est le temps entre les deux. Si c'est 3 heures, ça veut dire que le soleil de midi, à 15 heures, vous l'aurez à l'intérieur de la maison et donc vous pouvez quand même pas ventiler parce qu'en fait, il fait quand même chaud. Si c'est 8 heures, du coup, le soleil de midi, vous l'avez plus tard, donc il y a moyen d'ouvrir la fenêtre et puis ça rafraîchit quand même un peu la maison. L'écrasement, c'est quelque chose qu'on observe aussi beaucoup en biosourcé. On a beaucoup dans des matériaux plus lourds, enfin plus denses, hein, comme chez nous, le chaud-chambre, il y a un écrasement thermique important et qui ne nécessite pas du coup une épaisseur aussi importante pour arriver aux mêmes caractéristiques. Et une autre chose qui est importante aussi par rapport à ça, au confort, c'est la régulation de l'humidité. Il y a pas mal de produits en isolation biosourcée qui permettent d'avoir une régulation de l'humidité, donc de capter l'humidité, de la relarguer à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. Et ça aussi, c'est très important et ça permet de se passer de plein de systèmes qu'on est obligé maintenant de mettre en place, hein, VMC et consorts, parce qu'en fait, le bâtiment travaille lui-même. Super, merci. Anne-Sophie, je te laisse la main. Je ne sais pas si tu voulais aussi répondre à la question de Floriane dans le chat ou pas. Donc voilà, je te laisse et sinon je la pose après.
Ah, t'as pas ton micro, pardon. Bonjour, moi je m'appelle Anne-Sophie Martin, je travaille pour le cluster éco-construction en Belgique. On représente à peu près 300 acteurs qui sont actifs dans l'éco-construction. Ça peut être des fabricants de matériaux, mais également des entreprises, des bureaux d'études, des auditeurs ou des universités partenaires avec qui on travaille sur des projets, notamment européens. Et donc, celui-ci, Circular Reno, en fait partie. Merci, Pauline, pour ta présentation du déphasage. En effet, on résume ça par la capacité du matériau à retenir les calories et donc le temps qu'il met à rejeter la chaleur vers la partie la plus froide de la paroi. Et en effet, euh, plus le déphasage est long, et bien plus il y a de chances que les calories soient relarguées en extérieur, soit pendant la nuit sur les toitures. Je voulais aussi réagir sur le monitoring de certains bâtiments. En Belgique, on a instrumenté quand même plusieurs bâtiments qui nous permettent d'également pouvoir suivre un certain nombre de paramètres, certainement en matière de température, de composés organiques volatiles et également de qualité d'air intérieur dans différents projets. Donc, c'est des choses qui sont en cours avec des établissements comme Buildwise, par exemple. Et on fait également des tests de caractérisation de matériaux et on est en train aussi de monitorer un vieillissement de parois accéléré pour voir un peu effectivement comment réagissent les biosourcés, notamment à l'humidité, ce qui se fait en parallèle avec des tests en laboratoire. Donc je pense que euh, on va avoir une caractérisation plus scientifique et technique de certaines données qu'on n'avait pas encore. Et ça se fait dans le cadre d'un autre projet qui s'appelle Build Value et qui est en France-Wallonie-Flandre cette fois-ci. Donc voilà, je vous rends la parole du coup. Merci beaucoup. Mais merci à toi pour ces éléments complémentaires. On avait aussi un petit peu parlé d'acoustique. Je ne sais pas si ça change, qui peut changer ou pas en termes d'acoustique dans un bâtiment biosourcé. Si vous avez quelques éléments. Aujourd'hui, nous, on va mener des essais acoustiques. On n'a pas d'éléments, j'ai pas d'éléments particuliers. Bon, vu l'épaisseur des murs, on constate encore une fois, voilà, c'est tout. On n'a pas forcément on a quelques valeurs hein, de laboratoire, mais on constate l'efficacité d'une paroi. Mais bon, sur l'acoustique, euh, la mise en œuvre est très importante, c'est-à-dire que le moindre défaut de mise en œuvre euh, pénalise l'acoustique. Donc, au-delà du matériau, la mise en œuvre est aussi importante. Anne-Sophie, si tu veux compléter. Oui, on a en Belgique un fabricant de panneaux acoustiques fabriqués à base de papier, de carton recyclé et d'anadelin. Je ne sais pas si vous connaissez cette firme qui s'appelle Acoustics et qui a une chaîne de production ici en Wallonie et qui propose des produits qui donnent des assez bons résultats. Effectivement, il y a une mise en œuvre spécifique, mais ce sont des panneaux particulièrement performants. Super, merci. Et à côté de ça, certains matériaux biosourcés comme les blocs chaux-chanvre ont vraiment des caractéristiques acoustiques assez exceptionnelles. Moi, on a fait des tests quand on est allé visiter l'usine de Isoem, par exemple, de mettre une forte musique dans une boîte fermée de blocs chaux-chanvre. C'est bluffant la manière dont le son se comporte face à ces blocs
ces blocs chaux-chanvre. Donc je pense que d'une manière générale, si on devait résumer, les matériaux de construction d'origine agrosourcée ou géosourcée sont multicasquettes et donc peuvent répondre à plusieurs problématiques, ce que ne font pas les matériaux conventionnels qui sont apparus après-guerre. Et donc, effectivement, le matériau est un petit peu plus cher, mais il permet de faire tellement plus, en fait. Donc tu m'avais dit que tant que j'ai la parole, de répondre à une question qui était dans le chat, mais je ne la vois pas, donc je vous rends la parole. Il n'y a pas de souci, on y répondra après. Il y a Yves qui a levé la main et après Bruno. Oui, non, mais bon, c'est ce qui vient d'être dit. En fait, il y a une telle variété en fait de matériaux biosourcés que c'est vrai pour toutes les caractéristiques, hein, c'est difficile de faire des généralités. C'est-à-dire, les matériaux biosourcés en général, c'est performant sur telle caractéristique. Il y a des matériaux biosourcés qui ont des caractéristiques acoustiques améliorées parce qu'ils ont été développés avec cet objectif-là. Et donc, effectivement, ceux-là sont très performants. Après, globalement, si on prend les isolants, une étude qui a été menée au CSTB pour les caractériser montre qu'on peut tout à fait, avec un isolant biosourcé, apporter de l'acoustique et améliorer l'acoustique. Mais encore une fois, l'acoustique, c'est comme ça a été dit, comme tu le disais, Nicolas, c'est une question de système aussi. Donc voilà, il faut avoir une approche un peu globale sur le sujet. Mais en tout cas, ils permettent de répondre à cette problématique, à cet enjeu, dès l'instant où on conçoit la paroi avec des produits adaptés, on peut atteindre des performances intéressantes. Merci beaucoup pour le complément. Et Bruno, je ne sais pas si tu veux compléter, si tu avais une question. Alors oui, moi je voulais faire un petit commentaire sur la notion de déphasage. Bruno Georges, je suis le directeur d'innovation du groupe OTIS. Je crois qu'il faut faire attention quand on parle de physique, de bien avoir une vision multicritère. Parce que le déphasage, c'est quelque chose qui existe, on sait ce que c'est. Et si on parle que du déphasage, je trouve que ça ne rime pas à grand-chose. Il faut parler de tous les autres critères physiques, de tous les autres phénomènes qui peuvent se passer dans une paroi, et notamment de l'amortissement, etc., etc. Il y a plein de critères, excusez-moi, un peu complexes sur le plan de la physique des choses encore, parce que la physique des choses, que ce soit une saloperie ultra carbonée et fossile ou un gentil isolant biosourcé, la physique, c'est la physique. Et ça sera toujours la physique. Donc, par rapport à ça, il y a des histoires d'épaisseur, des histoires de position de l'isolant dans la paroi, il y a des histoires de diffusivité, il y a des histoires d'hygrométrie ambiante, d'hygrométrie météo du site, etc. Ça veut dire que comparer des choses sur la base d'un seul critère, c'est dangereux. Et à terme, ça risque d'être contre-productif. Et là, je voulais faire une petite remarque par rapport à ça sur le propos de Nicolas Casian tout à l'heure, où je suis à la fois un peu d'accord et à la fois un peu pas d'accord. Je suis pas très d'accord sur le fait qu'il ne faut pas faire confiance à la recherche et à la simulation. Parce que aujourd'hui, toutes les simulations dynamiques qu'on fait, elles permettent de tester des choses qu'on n'oserait pas tester, justement parce qu'il n'y a pas assez de sous, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des ancrages culturels monstrueux, parce que si ça vient de on ne sait où, bah, c'est bien. Si ça vient d'un autre endroit un peu plus marginal, bah, c'est pas bien. Alors que par la simulation dynamique, on arrive à montrer que justement des choses qu'on n'a jamais fait, bah, on peut quand même les faire et ça va marcher. Et à l'inverse, je suis extrêmement d'accord avec lui sur le fait qu'on ne valorise pas assez les expériences. Et pour moi, n'importe quelle expérience, et c'est une des choses que je voudrais dire à ce groupe, c'est que tout ce qu'on fait d'innovant, notamment dans le domaine des biosourcés, il faut être capable de mesurer les résultats. Parce que si on a simplement « oh oui, ça marche », ça ne suffit pas, ce n'est pas opposable. Alors que si on fait… Et on sait trouver de l'argent auprès de l'ADEME ou de gens comme ça pour mettre en place des campagnes de mesure pas très, très compliquées des résultats. Et ça, c'est génial parce que c'est absolu. C'est-à-dire quand on dit que ça marche et c'est incantatoire. Quand on dit que ça marche et qu'on le mesure et qu'on le montre et qu'on le diffuse,
ça devient une base de réflexion, ça devient solide, ça devient un modèle. Et puis, ça permet à des huluberlus comme Rémi et moi de durcir leur modèle et de faire que les simulations dynamiques deviennent plus justes. Et donc, que la prospective qu'on fait sur des choses encore plus innovantes et encore plus jamais fait, entre guillemets, eh bien, on peut les faire. Donc, c'est pour ça que, par exemple, dire ça, c'est construit comme ça, avec de la paille, et ça marche mieux que les autres écoles, sûrement. Sauf que ça n'amène rien, parce que si ça se trouve, les autres écoles, c'est des bouilleurs thermiques. Donc, c'est normal que ça marche mieux. Mais ça serait vachement moins bien qu'avec de la paille, ça marcherait mieux quand même. Alors que si on dit ça marche mieux et on a pu constater et qu'on n'a pas dépassé des heures, etc., ça veut dire que ça va être reproductible. Et le problème de la filière aujourd'hui, c'est qu'il faut faire de la masse. Ça en fait déjà beaucoup. On en fait déjà beaucoup, beaucoup. Mais il faut que ça devienne le standard, quoi. Je crois que Excusez-moi Nicolas, d'avoir été un peu long. non, mais c'est intéressant. Je crois que Nicolas voulait répondre. Donc, Oui, je veux bien répondre. Je dis pas, au RFCP, on mène des dizaines d'essais en ce moment, hein. Donc, en laboratoire, et on fait des simulations. Donc, vient de moi l'idée de dire qu'il ne faut pas faire des essais, qu'il ne faut pas faire des simulations, etc. J'ai quelques anecdotes sur des simulations, hein, où je pourrais vous dire qu'on se moque du monde aussi. Donc, il y a aussi ce que je veux On est dire, c'est d'accord. que voilà, dans la simulation, il y a aussi à boire et à manger. Mais on en fait. Ce que je veux dire, c'est de ramener aussi l'expérience. Et là où je vous rejoins, c'est que l'expérience d'un bâtiment ou de deux bâtiments n'a pas de sens. Par contre, quand systématiquement vous avez les gens qui rentrent dans un bâtiment, je prends la paille, mais ça peut être d'autres, hein, je parle de la paille parce que moi je suis au réseau français de la construction en paille. Quand les gens systématiquement vous disent que ben, il se passe quelque chose quand ils rentrent dans ce bâtiment, ils se sentent bien, etc., etc., c'est-à-dire là, c'est la masse. Donc, je suis d'accord avec vous de dire une fois, deux fois, mais quand vous avez ça qui est pratiquement systématiquement dans tous les bâtiments que vous construisez, ben, vous vous dites ça commence à avoir du sens. Voilà. Mais loin de moi l'idée de les opposer. Je pense qu'il faut les mettre complémentaires et les enrichir chacun mutuellement, comme vous le dites. merci beaucoup pour cet échange. Est-ce que je crois que j'ai pas raté de questions? Camille, je te coupe une demi-seconde. Il y avait un tout petit truc qui n'a pas été évoqué et qui me semble vraiment important d'évoquer, d'adosser à toute la démarche biosourcée. C'est tout ce qui concerne la perception de la biophilie. Parce que ça, dans la logique de ce que vient de dire Nicolas sur on se sent bien, etc., je pense que les matériaux biosourcés est souvent l'environnement dans lequel on les met en œuvre, c'est-à-dire en rajoutant du bois, en laissant le bois apparent quand c'est possible et que les pompiers le laissent faire, etc., ça développe toute une famille de perceptions conscientes et inconscientes par l'humain, sur lequel il commence à y avoir vraiment de la documentation, il commence vraiment à y avoir de la bibliographie rationnelle, entre guillemets, médicale, sur les gains de la biophilie, sur la bonne santé des gens. Et ça, je pense que le biosourcé, au sens le plus large possible du terme, a un potentiel de fabriquer de la biophilie et donc de faire que les gens se sentent bien sur des critères que pour l'instant, on n'est pas si incroyablement rationnel que ça pour les expliquer. Mais en tout cas, médicalement, c'est étayé par des tas de mesures qui ont été faites ça a été fait dans un gros hôpital au Canada où ils ont fait des mesures sur vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ils ont constaté entre 7 et 8% de moins d'absentéisme du personnel soignant parce qu'ils avaient mis du bois partout et que les gens... Donc, c'est concret. Et comme c'est très souvent généré par du bio quelque chose, je pense que quand on parle technique biosourcée, il faut parler aussi sensible biophilie. Merci pour cet élément. C'est vrai qu'en plus, c'était pas du tout quelque chose qu'on avait évoqué. Donc, merci de le rajouter. Il nous reste un quart d'heure de discussion. Je voulais entendre Rémi quand même sur
Moi, j'ai deux questions. Je vais commencer par la première. Tout à l'heure, on parlait donc des gains de performance acoustique, etc. Sur la partie gain carbone, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, oui. Alors, il y a peut-être deux échelles de réponse. Il y a l'échelle, on va dire, planétaire avec la physique du climat. Je crois que c'était la première présentation qu'on avait tout à l'heure de l'AICB. Il y avait des chiffres de stockage de carbone dans les matériaux, les produits biosourcés. Ce chiffre-là, en fait, c'est des gaz à effet de serre en moins dans l'atmosphère. Et en fait, il y a deux effets de levier là-dedans, c'est-à-dire ce stock de carbone-là, euh, il provient de la nature intrinsèque des matériaux biosourcés d'une part, et l'autre effet de levier, c'est le fait que quand vous utilisez un biosourcé, non seulement il va stocker, mais en plus de ça, il va venir en substitution de quelque chose qui était beaucoup plus carboné, parce qu'issu de l'industrie cimentière, minérale ou pétrochimique. Donc ça, c'est le côté planétaire, le côté climatique, on va dire. Et puis cette physique du climat, elle ruisselle dans les politiques environnementales et puis dans les réglementations et dans le marché. Et donc à l'échelle du projet, la RE 2020 en France avec son volet carbone ou alors les labels environnementaux jouent un rôle moteur dans le recours aux matériaux biosourcés. Quand on regarde les performances de ces bâtiments-là, un projet bois-paille par exemple, c'est quasiment toujours un projet en avance de phase sur la réglementation et c'est quasiment toujours un projet qui va prétendre à des labels environnementaux très élevés en fait. Donc oui, c'est une évidence, les biosourcés ils contribuent fortement aux stratégies bas carbone, quelle que soit l'échelle de la planète, l'échelle du bâtiment, l'échelle d'un patrimoine de bâtiments et donc l'échelle des organisations, maîtres d'ouvrage, acteurs qui portent tous ces bâtiments-là. Ok, super. Merci pour ces éléments. Et alors, question un petit peu sans transition, mais du coup, plus avec la casquette bâtiment que tu peux avoir, ou je ne sais pas si Bruno, tu voudras compléter des choses. Mais est-ce que sur un projet de rénovation ou de construction biosourcée, il y a des choses vraiment différentes par rapport à un projet, on va dire, classique? Et qu'est-ce que ça change pour vous qui travaillez sur les deux volets? Aujourd'hui, en rénovation comme en neuf, les référentiels techniques, ils existent. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans, il y a 15 ans, avec un ancien corpus de normes du bâtiment qui était hérité de l'industrie que je citais tout à l'heure, que je vais appeler la construction conventionnelle. Les constructeurs, donc les architectes, les bureaux d'études, mais aussi les entreprises, en 10 ans, en 15 ans, collectivement, ils ont appris à manipuler ces nouvelles règles de l'art du biosourcé. Et je dis nouvelles parce que souvent il y a le petit refrain qui revient, à savoir, ça fait des décennies qu'on construit en paille, ça fait des siècles qu'on construit en bois, ça fait des millénaires. Alors oui, certes, mais en fait les standards de qualité, de sécurité, de performance, de confort qu'on a aujourd'hui avec ces bâtiments biosourcés, c'est évidemment pas les mêmes de la construction vernaculaire qui utilisait ces matériaux-là. Donc voilà, c'est des nouvelles règles. Les constructeurs ont appris à les utiliser. Évidemment, il y a encore des petits freins à gauche, à droite. Il y a aussi un niveau de maturité de la profession qui est encore hétérogène, avec des acteurs, des actrices qui vont fort et d'autres qui sont un peu en retrait. Mais mon sentiment à moi, très subjectif, il est que c'est plus tellement un sujet technique en fait. Ok. Et on l'a dit tout à l'heure, on cherchait à éliminer un peu les freins. Alors on disait il n'y a plus de freins de disponibilité, les freins normatifs, ils existent encore, mais ils sont beaucoup beaucoup réduits. Et donc ce qui manque pour moi aujourd'hui, c'est surtout plutôt d'ordre culturel. On a cet héritage fort d'une industrie cimentière, sidérurgique, minérale, qui a façonné des générations d'acteurs qui sont toujours en place sur les projets.
Cette industrie-là, bah, elle est extrêmement performante en termes de prix, de normes, de disponibilité, etc. Et donc, pour convaincre à aller vers le biosourcé, voilà, on est plus sur de la culture. Et donc, pour moi, il faut parler de sens et de soutenabilité, en fait. C'est ça les arguments. C'est là que se joue l'adhésion vis-à-vis des biosourceaux, des biosourcés, dans la culture plutôt que dans la technique. Et ça s'illustre au quotidien assez, c'est assez, ça se voit bien en fait. Dans une équipe projet, il suffit d'un seul opposant ou opposante à la paille pour que le projet soit bloqué dans ce mode constructif-là. Mais à l'inverse, si on a deux, trois personnes de motivées, ben, tout le monde suit et puis les freins techniques, même s'ils existent, ils vont devenir secondaires en fait. Donc en caricaturant un peu, les concepteurs, ils ont besoin de rien qui leur est extérieur. La réponse, elle est en chacun enfin en chacun des membres d'une équipe projet, je dirais. Moi, je ne peux être que raccord avec ce que vient de dire Rémi. J'insisterai encore un peu plus. Un ingénieur, une entreprise, etc., etc., vous lui collez des règles sur le dos, il se démerde. Donc, ça veut dire que comme les règles existent aujourd'hui, pour moi, sur le plan technique, il n'y a pas l'ombre d'une différence entre mettre en œuvre un panneau de polyuréthane ou mettre en œuvre une botte de paille. Sur le plan de la technique, c'est ça qui est dangereux. C'est que comme ça paraît fastoche, il y a beaucoup de gens qui se disent ça le fait. Mais ce n'est pas du tout le cas. La rupture culturelle nécessaire, elle n'est pas là. Donc peut-être que ça veut dire qu'au monde dont il y a 30 représentants aujourd'hui, le message à passer, c'est que la différence, c'est les marketing. Elle n'est pas pédagogique sur le sens de la culture, de la technique, elle n'est pas le DTU machin, le fait que en termes d'assurance, eh bien, il n'y a plus de problème, etc., etc. Pour moi, le sujet, il n'est pas là. Et se bagarrer sur ce registre-là, bien sûr, il faut continuer à le faire. Mais ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, il est culturel. Il est comment on arrive à faire comprendre que c'est pareil. Virgule, non, c'est vachement mieux. Parce qu'au-delà d'être pareil sur les performances, sur la sécurité, sur etc., 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 eh bien, il y a toutes les autres dimensions, justement, d'arrêter d'épuiser la ressource, d'arrêter d'être dépendant du pétrole, d'arrêter de polluer, et d'arrêter de bouffer la planète sur laquelle on est. Et il n'y en a qu'une. Je vais laisser Yves compléter et après j'ai deux questions sur lesquelles j'aimerais vous entendre avant la fin. Donc vas-y Yves, je t'en prie. Oui, non, c'est simplement pour. Enfin, moi, je partage tout à fait hein, ce qui a été dit, ce qui a été dit là. On a tout pour faire. Effectivement, il faut essayer de convaincre que c'est performant d'un point de vue environnemental. Mais si on le fait comme ça, je pense que ça va prendre encore un peu de temps. Donc là, si on veut passer à la vitesse supérieure, aujourd'hui, il faut orienter. C'est-à-dire qu'il faut orienter le marché. Et orienter le marché, ça passe par quoi? Ça passe par la réglementation. Bon, la RE 2020 en France, c'est déjà un cas, mais on le voit avec les niveaux actuels, ça suffit pas pour aller vers plus de biosourcés. Donc, il faut aller vers des exigences réglementaires qui orientent nécessairement le marché vers plus de biosourcés. Il n'y a pas 36 façons de faire, hein. Soit on le fait avec la réglementation, soit on le fait avec des incitatifs financiers. On le voit avec la pompe à chaleur. On veut développer la pompe à chaleur. Et bien, on a créé des incitatifs pour aller vers financiers pour mettre en place des pompes à chaleur. Donc aujourd'hui, si on veut aller vers plus de biosourcés et si on veut le faire vite, entre guillemets, parce que il y a quand même une urgence climatique et une urgence en termes de ressources, ben, il faut actionner les leviers de la réglementation ou les leviers des incitatifs, mais les incitatifs, on n'a plus beaucoup de moyens pour le faire. Bon, même si les C2E, c'est pas de la finance publique, mais voilà, enfin, je pense qu'on peut aujourd'hui, si on veut aller plus loin, c'est ces leviers-là qu'il faut actionner. Parce que si on le fait juste avec notre bonne volonté là, qu'il y a autour de la table, ben on va y arriver, mais ça va prendre encore un peu de temps.
Je rajouterais, parce que vous avez dit le réglementaire et l'incitatif, je pense que le réglementaire, on sait à quel point c'est difficile. Il y a peut-être une troisième voie qui marche bien, qui est le programmatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a beaucoup de gros projets, y compris de gros projets, sur lesquels, d'un point de vue programmatique et pas réglementaire, l'exigence par rapport au taux de biosourcés, l'exigence par rapport au carbone, elle est au-delà de la réglementation. Et peut-être que le lobby que vous développez, vous pouvez développer, il est peut-être plus rapide et à plus court terme en termes de résultats si vous faites un certain nombre de cibles de grands projets sur lesquels vous essayez d'avoir une influence sur le programme. Parce que changer une loi, on sait ce que c'est, on s'y est tous pété les dents et c'est de la cinétique lente, alors que changer un programme, dire ben, on veut biosourcer comme ça, non, on veut comme ça c'est facile. Surtout qu'il faut être un peu pas très. C'est pas sûr que les gens se rendent complètement compte des impacts, donc c'est pas très compliqué à faire pour l'avoir fait plusieurs fois. Et c'est un résultat immédiat parce que du coup, vous faites un bâtiment à 50 millions dans lequel l'exigence de biosourcé elle sera élevée. Au-delà de là, sans avoir changé la réglementation. C'est une troisième voie. Merci. Oui, tout à fait, je suis d'accord. C'est le politique au sens noble du terme, là. Oui. Voilà. C'est dans le politique. Il faut bien qu'il serve à quelque chose. Merci pour ces éléments. En vrai, c'est hyper intéressant, mais il ne reste que 9 minutes. Et non, je voulais juste redonner un petit peu la parole à Vilogia pour avoir un mini témoignage un peu de ce qui s'est passé sur Circulareno. Et quelque part, est-ce que ce qu'on vient de dire, vous l'avez retrouvé, vous, dans la mise en place du projet? Est-ce que vous avez eu des blocages techniques, des blocages réglementaires ou pas, en fait? Est-ce que ça s'est passé comme prévu? Est-ce que vous pouvez nous faire une petite synthèse très rapide sur le sujet? Du coup, nous, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que forcément, on n'a pas encore mis en œuvre la paille vraiment sur le chantier. Mais par contre, en phase de conception, forcément, ça a influencé notre manière de concevoir le bâtiment. Donc, il y a beaucoup des sujets qui ont été évoqués, qu'on a senti aussi, nous, dans notre travail de conception avec le BE et ensuite avec les entreprises. Notamment, nous, ce qui a pu changer, c'est la densité de la paille par rapport à d'autres isolants qui, du coup, impactent un peu les structures et qui demandent des solutions d'adaptation. Donc, nous, notre bâtiment, on est sur une ITE avec une ossature, un mur en ossature bois. Et donc, la paille va être intégrée en ballot à l'intérieur de ce mur en ossature bois. C'est des ballots de 22. Donc, du coup, forcément, la densité a impacté un peu, a demandé un peu d'adaptation du bâtiment et a eu des conséquences sur le système d'accrochage ou des fondations. Et après, les sujets de la réglementation, c'est sûr que nous, dans notre cas, c'était favorable parce qu'on avait un bâtiment qui se prêtait au niveau de la catégorie de famille à avoir. On est en deuxième famille, donc on n'a pas de propagation du feu, on n'a pas de C+D, donc effectivement, on est dans le cas un peu plus facile. Mais effectivement, je rejoins un peu tout ce qui vient d'être dit, alors peut-être avec un peu de nuance sur l'approche réglementaire. Nous, en tant que bailleur, en tant que gestionnaire de patrimoine, on n'est pas en mesure, nous, de ne pas respecter la réglementation. Parce que sinon, ce n'est pas d'assurance des biens et des personnes. Donc, les cadres normatifs de l'ensemble des biosourcés, entre guillemets, c'est un petit peu le premier élément qu'on regarde. Quelle solution je vais apporter pour traiter mon bâtiment, qu'on soit en rénovation ou en construction? Est-ce que je vais traiter par l'intérieur? Est-ce que je vais traiter par l'extérieur? Et en fonction de ça, on regarde quelles sont les solutions où j'ai un avis technique. On n'a pas évoqué le sujet des TU FOB et MOB. Moi, j'ai beaucoup d'avis techniques MOB, mais j'ai très peu d'avis techniques FOB, qui est plus récent, parce que les entreprises ne veulent pas refaire la démarche de déposer un avis technique à 50 000 balles. Donc voilà, le choix, parfois, peut être restreint dans le choix de solutions biosourcées.
Nicolas, tu avais levé la main, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je voulais juste dire, bon, effectivement, à un moment donné, il y a un choix qui est à faire et on peut peut-être pas le faire, mais euh, globalement, sur les filières biosourcées en général, entre tous les règles professionnelles, les DTU, les avis techniques, les ATEX qui existent, enfin bon, euh, on peut faire déjà beaucoup de projets. Alors peut-être pas certains projets, mais si on faisait déjà tous les projets qui sont possibles de faire avec le cadre normatif existant, euh, je ne sais pas par combien on multiplierait, mais sans doute par 10 ou 100 le nombre de projets qui pourraient être réalisés. Donc, et en parallèle de ça, je dirais que chaque filière travaille à faire évoluer. Nous, par exemple, on travaille sur les règles professionnelles de la rénovation, de l'ITE. On travaille donc, le cadre normatif va en plus augmenter. Mais peut-être que moi, ce que je tends à dire de plus en plus, c'est faites avec ce que vous avez déjà. En plus, quelquefois, à la marge, on peut aller un petit peu aux limites en ayant l'aval des contrôleurs techniques ou des assureurs. Donc, enfin, je ne sais pas s'il veut me rejoindre là-dessus, mais déjà, faisons avec ce qu'on peut faire. Et donc, peut-être que pour des maîtresses d'ouvrage, de choisir des projets qui sont portables immédiatement et pour se faire l'expérience aussi. Oui, bien sûr, bah, c'est un peu le choix qui a été fait quand on a choisi, nous, notre site pilote. C'est-à-dire qu'on a choisi pour Circular Réno un site qui se prêtait justement facilement à ça et qui rentrait dans les réglementations et dans les normes pour qu'on puisse le mettre en œuvre et qu'on puisse démontrer que c'était faisable. Mais c'est juste que c'est sûr que c'est un critère qui... parce que si notre bâtiment, il avait fait, je sais pas, peut-être 1 mètre de plus de hauteur, eh ben, on aurait pu être coincé, quoi. Donc, c'est un critère, en tout cas, sur lequel on est vigilant quand on part sur ce type de conception. Mais bien sûr, il y a plein de bâtiments qui sont en dessous de ce critère-là et qui nous offrent cette possibilité-là. Mais en tant que maître d'ouvrage, en tout cas, c'est un élément qu'on regarde avant de lancer un projet ou avant de lancer un appel d'offres sur ce sujet-là. Il nous reste 2 minutes, 3 minutes. Bruno, je ne sais pas si tu veux Moi, c'est dire une question, rapide. une question très très courte. Alors, vas-y. Et il n'y aura sûrement pas de réponse tout de suite, mais je me suis cassé les dents vis-à-vis de toute la filière, vraiment, la filière chanvre, la filière chaud-chanvre, la filière paille, toutes les filières de biosourcés, quand j'ai posé une question qui peut faire peur. Aujourd'hui, la paille, le chanvre, etc., sont cultivés pour certains de manière bio, pour d'autres pas. Pour certains sur des terres qui ont été polluées par des intrants parce que c'est des rotations de culture, notamment la filière chanvre. Et donc, il y a un sujet pour moi, pesticides et fongicides. Et donc, j'ai essayé, j'ai rien trouvé sur le sujet de est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur la migration des pesticides entre les matériaux et les ambiances. Il y a une réponse sur le sujet. Alors, je ne vais pas apporter une réponse comme vous l'avez évoqué. Moi, je n'ai pas à ma connaissance d'études sur le sujet. Après, sur la question, après, si on le regarde matériau par matériau, si on regarde le chanvre, c'est une culture qui ne nécessite pas de produits phytosanitaires. Donc, on peut supposer que de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Ben non, parce que c'est cultivé sur des sols qui sont en rotation avec de la betterave et du blé, qui eux en sont très chargés. Donc, il y a un risque de migration par les racines. Alors peut-être, oui, je ne sais pas, mais après, je ne sais pas. Quelle part effectivement se retrouve dans la plante et parce que que ce soit de la paille ou le chanvre, on consomme aussi les graines. Enfin, la paille, on consomme le blé. Donc, s'il y a une problématique, on devrait la retrouver aussi. Il faudrait s'inquiéter aussi pour la partie alimentaire de la plante. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent. Oui, non, mais d'accord, mais il faudrait aussi s'inquiéter, se poser la question pour ça, quoi. Bien sûr. Anne-Sophie voulait compléter. Je suis désolée, il est déjà 29. Alors désolée pour ceux qui doivent nous quitter. Mais sinon, je laisse évidemment Pauline et Anne-Sophie. J'ai l'impression qu'on aurait pu faire une session entière sur cette question. Donc on va voir ce qu'on peut dire en 2 minutes et voilà.
Non, moi, je voyais le temps passer, en effet, et je voulais te remercier, Camille, pour la préparation de ce webinaire. C'était vraiment chouette. Monsieur Georges, d'une manière tout à fait personnelle, je rebondirai sur sur votre questionnement en me disant que j'étais peut-être un peu cru, mais il ne faut pas être plus catholique que le pape. Ce qu'on fait, c'est déjà tellement beaucoup mieux que le pétrosourcé. Alors, effectivement, on a eu des questions aussi en Belgique. Oui, mais les fibres d'herbe qui sont découpées, coupées le long des voies de chemin de fer, elles sont aussi polluées. Ben oui, mais globalement, le matériau graviderme, il est quand même moins pollué que du polyuréthane en soi. Donc, faire le geste d'aller vers les écomatériaux, c'est déjà un grand pas. Alors, si on se met en plus des freins comme ça, je pense que on n'est pas près d'arriver à une décarbonation du secteur, mais ça, c'est vraiment mon avis très personnel. Merci en tout cas, Camille. Je crois que tu voulais clôturer le webinaire avec des sondages. Oui, je vais laisser Pauline répondre et après Oui, j'allais lui donner la parole, oui. C'est ça, juste deux cultures. Le chanvre en accumulation de pesticides, c'est plutôt dans les racines et dans les feuilles, donc on n'est pas touché en construction. Et pour la paille, effectivement, de toute façon, la problématique de migration est très faible, enfin en tout cas étudiée très faible, parce que c'est pas ce type d'application qu'on a des pesticides, enfin que ce soit fongicides ou autres. Donc oui, je suis assez d'accord avec Anne-Sophie, ce serait déjà pas mal. Mais merci beaucoup à tous. Merci à tous. Alors, je ne sais pas s'il y a une dernière question dans la salle. En tout cas, merci pour ces discussions, pour ce jeu de questions-réponses. Alors, il y a Damien. Allez-y, je vous laisse la parole. Oui, bonjour, Damien Marchand, Matéréco. Je crois me rappeler, mais ça c'est à Nicolas Canzian que je vais adresser, je crois me rappeler que la filière paille avait présenté une étude justement comparative, ça devait être dans 2013 ou 2014, quelque chose comme ça, entre de la paille justement bio et de la paille issue du secteur conventionnel, pour regarder le possible relargage ou la possible émission de composés issus de produits phytosanitaires. Nicolas, si tu te rappelles de ça, ça serait pas mal. Eh ben, je ne m'en souviens pas, je n'ai pas, Ouais, mais je rechercherai et je oui, pourrai transmettre les informations. oui. Et Peut-être. Ouais. voilà, si tu retrouves ça dans la banque de données du Oui. réseau. Et puis, juste un deuxième complément concernant le chanvre. Oui, effectivement, le chanvre en grande culture, peut-être sur des parcelles à faible rotation, justement, et généralement des sols assez appauvris, riches en intrants, hein, très clairement. Cela étant, le chanvre, mine de rien, est une culture dite à bas niveau d'intrants. Donc, on le cultive certes en grande culture, mais on le cultive aussi sur des parcelles plus petites avec des modèles économiques qui se développent notamment ici en Nouvelle-Aquitaine pour ma part, hein, puisque je suis en Nouvelle-Aquitaine en France, où on cherche à travailler l'ensemble des pratiques culturelles et à changer le modèle. Et ceux qui portent ces filières-là sont souvent d'ailleurs des collectivités réunies au sein d'un projet régional Chanvre Nouvelle-Aquitaine qui vise justement à préserver la ressource en eau. Donc c'est bien parce que le chanvre est choisi au même titre que le miscanthus, mais pour d'autres usages, comme une plante à bas niveau d'intrants que l'on va justement le chercher à le développer. Donc, et je partage bien sûr l'idée de se dire qu'il faut commencer par quelque chose. Donc même s'il y avait quelques résidus qui pourraient être mesurés, bah évidemment, bon, c'est déjà pas mal d'en faire des écomatériaux et d'œuvrer déjà dans le bâtiment en utilisant des biosourcés. Voilà, c'est un petit complément. Merci beaucoup. Et Hervé, dans le chat, dit qu'il manque peut-être une condition importante sur le prix. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur le sujet? C'est vrai qu'on ne l'a pas du tout évoqué sur ce webinaire. On en parlera sûrement au suivant. Je peux dire qu'en Belgique, pour l'instant, le prix est surtout conditionné par le manque de demande. Donc, on a parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient aujourd'hui capables de produire beaucoup plus, en fait, avec les lignes de production existantes. Donc, aujourd'hui, c'est ça qui fait la différence de prix, hein, c'est certain. Mais aussi, le seul problème, c'est que le prix ne doit pas être la variable d'ajustement de filière en général, parce que c'est-à-dire que c'est une photographie à un temps T d'aujourd'hui, mais avec l'évolution du monde, du prix du pétrole et consorts, ce prix sera de toute façon assorti d'une évolution aussi des matériaux pétrosourcés. Donc,
on ne peut pas réduire la problématique du biosourcé, heureusement, au prix. Mais heureusement, on n'a pas parlé de ça du tout en 1h30, donc il me semble que c'est bien, mais je pense que ça, c'est quand même assez important. Sur le prix, il y a plusieurs choses à dire. D'une part, que ce qu'on met peut-être aussi dans les parois et dans les murs, ben, on l'économise par ailleurs en fonctionnement, par exemple, ou en matériel. Si on diminue le nombre d'équipements, ben, derrière on diminue la maintenance aussi des équipements. Ça, c'est une chose. Donc, ensuite, on peut dire que on a des exemples de prix très variables sur la construction paille, des qui sont en dessous du marché, des qui sont en dessus du marché. Donc, vous parlez de prix comme ça, c'est un peu difficile. Que c'est à la conception qu'on gagne le plus de sous, hein, et que donc, ben, peut-être qu'il faut investir, que la maîtrise d'ouvrage investisse un peu plus à la conception, avec quitte à avoir des AMO, voilà, mettre un peu plus de prix à la conception, ça génère beaucoup d'économies certainement aussi derrière. Et après, nous, c'est un autre facteur, c'est de dire que, notamment avec la botte de paille, ben, la botte, elle n'est pas très chère en tant que matériau. C'est sa mise en œuvre qui est un peu plus chère. Et donc, on reporte le prix du matériau vers de l'intensité sociale et donc de l'emploi. C'est un autre facteur aussi à prendre en compte. Voilà. Sans prendre en compte tous ces critères, nous, on s'aperçoit qu'il y a vraiment de moins en moins d'écart. Et on a vraiment des gros projets sur lesquels, enfin, il y a beaucoup de projets sur lesquels on fait systématiquement chiffrer les variantes biosourcées, pas biosourcées. Et même avec des contextes entreprise générale dans lesquels l'économie est dure, et puis ce n'est pas l'économie à 50 ans, c'est l'économie tout de suite le jour où j'achète, on s'aperçoit que les écarts, notamment dans tout ce qui est isolant, c'est vraiment tout ce qui est isolant, entre guillemets, non noble, c'est-à-dire des isolants projetés, des isolants à densité un peu plus faible. La différence est pratiquement à la marge, il n'y a pratiquement pas de différence de prix. Quand on est avec des isolants un peu semi-rigides, genre ITE, support d'enduit, il y a une petite différence, mais encore une fois, on a même eu certains sujets, et c'est un petit peu ce que disait Nicolas, on ne comprenait pas trop pourquoi, mais il y avait une différence de prix, mais dans l'autre sens. Différence de prix positive pour le biosourcé. Eh ben merci beaucoup. Il est 37, donc je vous propose de conclure, sauf si quelqu'un est frustré de ne pas avoir dit quelque chose. Je vous laisse 3 secondes. Bon, bah, en tout cas, un grand merci, un très grand merci à tous nos intervenants pour ces échanges riches et à toutes les personnes qui ont participé, déjà qui ont assisté aux échanges, à toutes les questions qui ont été posées. Et donc, on se revoit le 5 juin, même horaire, pour la suite des aventures sur plutôt approfondir les conditions de réussite des projets biosourcés. Donc, en tout cas, merci encore à tous pour ces échanges. Et le webinaire a été enregistré, donc on vous enverra aussi le replay. Bon après-midi à tous et surtout bon week-end prolongé pour certains. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci Camille.